L'ancien slogan, c'était Moulinex libère la femme. Et ça avait bien marché. Ça veut dire que la femme doit être à la cuisine. Mais si on remet les choses dans le contexte, c'est aussi après-guerre, quand il y a eu la reconstruction, les femmes ont commencé à travailler dans les années 1965 en France. Déjà, le pouvoir d'achat, il était différent. Et le sentiment d'appartenance, c'est clairement la société de consommation, en fait. Un exemple qui était intéressant, c'était Marlboro, qui avait cherché à faire fumer les femmes qui ne fumaient pas à la base, en présentant le produit comme une émancipation. C'est tout le temps les mêmes trucs au final, c'est toujours une idée d'émancipation quand ils veulent vendre à des femmes. Si c'est une femme qui crée, par exemple, un accompagnement, elle va avoir plus de personnes qui vont la suivre en tant que femme. Alors aussi des hommes, certes. Il y a l'identification et comment on se projette en la personne qui crée ou qui propose le produit. Le biologique, c'est les fondations. Le biologique, il va induire une construction sociale. Il va induire le culturel. Je pense qu'on va de plus en plus vers l'inclusion. Après, si tu as un produit qui est vraiment genré, comme des tampons... Qu'est-ce que tu appelles l'inclusion, ou les culottes. L'inclusion, c'est la diversité, en fait. C'est-à-dire qu'on n'est plus par le genre, mais plus l'humain. Tout est stéréotypé, il faut le comprendre. Si c'est stéréotypé, c'est qu'il y a une raison. Les gens, ils critiquent les clichés, ils critiquent les stéréotypes. On peut, sur le plan moral, mais si les stéréotypes et les clichés existent, il y a une raison. Donc, pourquoi tu as voulu qu'on aborde le marketing de genre ? Bonjour, peut-être déjà. Bonjour Bérangère. Salut Samy. Donc tu l'as dit, au programme, le marketing de genre, qu'est-ce que c'est que le marketing de genre ? Marketing de genre, je te pose la question. Eh bien, pourquoi le marketing de genre, Bérangère, c'est la façon dont les entreprises s'adressent aux consommateurs en fonction de leur genre ou de leur sexe, comme tu préfères, en orientant le marketing et la communication pour plaire soit aux hommes, soit aux femmes, et en tentant de les faire consommer en appuyant sur des leviers psychologiques qui sont propres à, entre guillemets, leur genre. Donc ça, c'est la définition globale. Pendant ce podcast, on a préparé des grandes idées. Donc on va parler des leviers qui sont utilisés par ces entreprises. On va parler de la féminité dans l'entrepreneuriat et de l'entrepreneuriat féminin. On va parler d'un papier de recherche rapidement qui montre la montée d'une économie de la femme qui a été fait en 2019, qui s'appelle The Rise of She Economy, dont je t'ai parlé et dont on va rediscuter rapidement. Et à la fin, on a un petit jeu qu'on a préparé de notre côté et pour lequel on s'est demandé de choisir un produit qui va répondre à un besoin et de faire un plan de communication. En face. Faire un plan de communication et un plan marketing autour de ce produit. Ouais. Tout à fait. Tu n'as pas répondu à ma question. Pourquoi tu étais si... Pourquoi le sujet m'intéresse ? Intéressé par ce sujet de marketing de genre ? Parce que c'est un sujet, quand je l'ai creusé, quand j'ai regardé un petit peu ce qui se faisait sur Internet, il y avait peu de contenu, ou alors des contenus très courts qui effleuraient le sujet. Comme on cherche, nous deux, à des sujets de podcast et des thématiques qui soient un petit peu originales et de sortir des sentiers battus, je me suis dit que ça pourrait être intéressant de faire un podcast sur comment est-ce qu'on vend différemment aux hommes et aux femmes, comment c'est fait, et sur l'idée du marketing de genre, qu'est-ce qu'il y a derrière, et de creuser le sujet le plus possible. Surtout au vu du contexte actuel où on cherche de plus en plus l'inclusion. Il y a ça, justement, de se poser la question, quand est-ce que ça a commencé ? Aujourd'hui, est-ce qu'on en est au même stade dans la façon dont on s'adresse aux hommes et aux femmes dans la vente ? Qu'est-ce qui a changé ? Est-ce qu'il n'y a pas un point de bascule ou un retour en arrière qui se fait justement par rapport à ça, par rapport aux problématiques d'inclusion on va parler de ce qu'est le pinkwashing, le gender washing. Voilà, je pense qu'on a assez teasé le truc. Pour rentrer un peu dans le vif du sujet, la question de comment est-ce que c'est né, de ce que j'ai vu moi quand j'ai effectué des recherches, c'est né avec le marketing. C'est-à-dire que là aujourd'hui on parle de marketing genré et on parle on insiste sur ce concept, mais initialement avec le marketing dès le début, on s'adressait, alors à la base les hommes étaient plus consommateurs, si on prend vraiment, si on revient un siècle en arrière, voilà c'est ça. Et avec l'arrivée des femmes dans le marché, on a dû de plus en plus faire des choix marketing qui allaient cibler ce type d'avatar client, on va dire. Et aujourd'hui, ce qui est beaucoup critiqué, c'est sur le marketing de genre, c'est des concepts assez bateau, on va te dire, voilà, on fait du bleu pour les garçons et du rose pour les filles. Et quand on creuse un petit peu, on se rend compte que c'est
les concepts marketing qui fonctionnent, ils sont beaucoup plus subtils que simplement s'appuyer sur des clichés très très bateaux comme cela. Et moi, ce que j'avais noté, c'est un exemple qui était intéressant, c'était Marlboro, une marque de cigarettes, qui avait cherché à vendre, qui avait cherché à toucher je ne sais plus si c'était Marlboro ou Lucky Strike. Il y avait une des deux marques qui avait cherché à faire fumer les femmes qui ne fumaient pas à la base, en présentant le produit comme une émancipation. Et qui te disait, le fait de fumer, c'est allumer la liberté et l'émancipation des femmes. Ils avaient tourné ça de cette manière. Et en faisant ça, ils avaient réussi à faire consommer les femmes des cigarettes, ils avaient réussi à faire fumer des figures célèbres féminines américaines de l'époque, et ça avait contribué à un effet de mode et à amener les femmes dans le marché de la cigarette. Et ça, c'était quoi dans les années 1960 début du 20e, je crois, 1930, 1928. Je ne l'ai pas noté. D'accord. Et donc, tu avais ce positionnement-là qui avait été très intéressant d'un point de vue des ventes pour les femmes. Et ensuite, il y avait eu même il s'était servi, et là, c'est Marlboro, j'en suis sûr, il s'était servi de ils avaient observé ce comportement-là et ils avaient réadapté encore plus leur marketing pour les hommes, cette fois-ci en jouant sur l'aspect de la virilité. Tu sais, le fait, voilà, c'est ça, l'image de la virilité dans le fait de consommer des cigarettes. Et là, pareil, ils avaient fait exploser leurs ventes en axant les choses de cette manière. En fait, ils s'approprient un peu des stéréotypes qu'on pourrait dire aujourd'hui, stéréotypes de côté homme viril, femme la douceur, le côté un peu... C'est ça, et c'est ce qui est d'ailleurs très critiqué. Tu vois, un homme ou une femme qui ne se reconnaît pas dans ces stéréotypes, il va te dire c'est n'importe quoi, ça n'a aucun sens. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si les entreprises le font, c'est que ça a un sens, c'est que le sens et que leur intérêt, c'est de faire du profit et de faire de l'argent. Donc c'est que ça fonctionne parce que ça touche une partie de la population qui se reconnaît dans ces stéréotypes, qui pour toi peuvent paraître bêtes. Toi, tu peux être une femme, pas du tout être penchée sur le maquillage et trouver ça ridicule, qu'on féminise énormément le marketing du maquillage. Après, je pense que le marketing, comme on l'avait dit déjà dans le dernier épisode, il y a un sentiment d'appartenance, quel qu'il soit. Tu vois, en fait, déjà de base, je pense que si on remet les choses dans le contexte, c'est aussi après-guerre, quand il y a eu la reconstruction, les femmes ont commencé à travailler dans les années 1965 en France. Déjà, le pouvoir d'achat, il était différent. Tu vois ce que je veux dire? Et le sentiment d'appartenance, c'est clairement la société de consommation, en fait. Tu vois, et ça passe par ce qu'on disait la dernière fois, les biens matériels, ou justement le fait d'appartenir à un type d'homme, un type de femme. Et je pense qu'il joue aussi là-dessus, en fait. Oui, c'est ça, sur le fait de se reconnaître dans d'avoir une identité à travers son genre. Tu sais, aujourd'hui, on fait beaucoup la différence aussi entre genre et sexe. C'est-à-dire que tu aurais d'un côté le sexe biologique et de l'autre côté du genre, qui serait indissociable. Qui serait justement dissociable. Et pendant longtemps, et encore une fois, ça crée ça devient un peu politique, où ça crée des camps entre d'un côté qui te disent... d'un côté, les gens qui te disent que c'est la question de comment sont construits nos comportements. Tu sais, tu as d'un côté... Ouais, si c'est nature ou si c'est construit c'est ça. Un peu par la société, en fait. Tu as des déterminismes biologiques d'un côté, donc ce serait ton sexe biologique qui serait à l'origine de tes comportements. Et de l'autre côté, le camp adverse, qui s'oppose à cette définition, qui va te dire non, tout est construit par la culture, par la société, par à la limite les religions, mais... c'est de la construction sociale. Tes comportements, le fait que tu aies tel ou tel comportement, n'est pas lié au fait que tu sois une femme, c'est une construction sociale. Et inversement pour un homme. Et toi, t'en penses quoi? Je pense que la vérité se trouve entre les deux. Oui. Et que la construction sociale... Il y a quand même une base qui est naturelle, biologique. Le biologique, c'est les fondations. Et le biologique, il va induire une construction sociale. Il va induire le culturel. Et que tu as ce culturel, le fait que toi, femme, tu te comportes, je sais pas, tu sois peut-être plus empathique, par exemple. Et si on considère que c'est une caractéristique féminine, je prends un exemple. Même si on considère que c'est une construction sociale, cette construction sociale, elle s'est pas faite par hasard.
elle n'est pas construite sur du néant. Oui, il y a des faits, il y a les Il y a une neurosciences, origine. il y a À la la base, il y a biologie. les corps. Non, mais à la base, il y a les corps, et ces corps induisent une construction sociale. Et après, ce qu'on peut dire effectivement, c'est que cette construction sociale, elle va se renforcer elle-même, et elle crée des normes. Et ensuite, les humains, effectivement, ils s'ancrent encore plus dans ces normes parce que c'est ce qu'ils observent au quotidien. Mais tu vois, c'est pas l'un ou l'autre, et on peut pas exclure totalement la biologie, de la même manière qu'on ne peut pas considérer qu'il n'y ait pas des dynamiques culturelles qui sont aussi à l'origine de comportements qui se renforcent. Ouais. Donc, toujours est-il qu'il y a donc des comportements qui sont différents. En fait, il y a la question de d'où est-ce que ça vient, et il y a une autre question qui n'est pas la même, qui est les hommes et les femmes ont des comportements différents. Et tout le monde est d'accord, tout le monde se rejoint plus ou moins sur le fait de dire que les hommes et les femmes ont des comportements différents. La question sur laquelle les gens s'écharpent, c'est d'où est-ce que ça vient. Mais on est d'accord pour dire qu'on a des comportements qui sont différents. Et ça, les entreprises l'ont bien compris, et les entreprises, dans un but de profit, se servent de ça pour vendre leurs produits. Et se servent encore actuellement, je ne sais pas. Mais après, se servait beaucoup. Et t'as pas l'impression que ce soit encore le cas ? Comme je t'ai dit, moi je pense qu'on va de plus en plus vers l'inclusion. Après, si tu as un produit qui est vraiment genré comme, tu vois, je sais pas, des tampons, qu'est-ce que t'appelles l'inclusion, ou des culottes. Qu'est-ce que t'appelles l'inclusion ? L'inclusion, c'est la diversité en fait. C'est-à-dire qu'on n'est plus par le genre, mais plus l'humain, si je puis dire. Du coup, c'est l'inverse de la diversité, c'est l'homogénéité. Oui, si tu veux. Enfin, l'inclusion, moi je mets tout le monde est en fait le même. Il n'y a pas de différence. En fait. Tu vois, en marketing, quand on parle d'avatar client, on va te dire la ménagère de moins de 50 ans. Là, on n'est pas. C'est vrai que c'est un concept, mais. Et c'est un concept qui évolue. Qui évolue, ouais. Je pense que depuis toujours... les années 2010. Je suis même pas sûre que ce soit. Je pense que c'est dépassé comme terme. C'est vrai que dit comme ça sonne un peu ringard, et je l'ai pas entendu. Parce que c'était vraiment pour ménagère de moins de 50 ans, c'était vraiment, tu vois, en télé. Ouais, c'est ce que j'allais te dire. Pour parler de la télé, des chaînes de télévision, des émissions, qui on va cibler. Ouais, voilà. Tu sais pourquoi ? C'est parce qu'à l'époque, les femmes, comme elles travaillaient pas et qu'elles restaient à la maison. En fait, ça vient de là, le terme. C'est qu'elles étaient disponibles toute la journée pour regarder la télé, et du coup plus disponibles pour consommer. Et il est né de là, le terme ménagère de moins de 50 ans. Mais déjà, ça, c'est c'est super stéréotypé. Ça veut dire que déjà, la femme ne travaille pas. Et ça veut dire quoi ? Après 50 ans, t'es périmé, tu peux plus consommer. Tu vois ? Il y a plein de choses derrière que ça signifie. Ouais. Non, mais bien sûr. Mais de toute façon, tout est stéréotypé. Ouais. Mais en fait, il faut le comprendre. Si c'est stéréotypé, c'est qu'il y a une raison. Tu vois ? C'est ça, les gens, ils critiquent les clichés, ils critiquent les stéréotypes. Je veux bien, on peut sur le plan moral, mais si les stéréotypes et les clichés existent, il y a une raison. C'est pas par hasard. Je suis d'accord avec toi parce qu'ils existaient à l'époque, parce qu'il y avait des phénomènes économiques et historiques, mais aujourd'hui c'est plus du tout ça. Mais ça évolue. Mais regarde ton exemple de la ménagère. Ouais. Effectivement, on l'entend moins aujourd'hui parce que la société peut-être qu'elle évolue. Exactement. Mais ça crée d'autres cases. Et ça crée d'autres avatars. Ouais, je suis d'accord. Mais je pense que la vérité à l'époque, pour eux, c'était une vérité et c'était pas, c'était une réalité, puisque le contexte, c'était que les femmes ne travaillaient pas, tu vois, et qu'elles étaient disponibles les ménagères, en tout cas, oui, effectivement, elles étaient à la maison et elles, bien sûr. Donc ça répondait finalement pas à un besoin, mais à une cible. Oui, mais est-ce que les cibles n'ont pas des besoins qui se rejoignent ? C'est surtout ça. Ça, c'est une autre question. C'est ça le principe de l'avatar, c'est de réussir à comprendre que toi, tu fais partie des femmes de plus de 30 ans qui sont dans des grandes villes. Ouais. Tu vois, tu vas avoir plus de points communs avec cette partie de la population que des hommes à la campagne qui ont plus de 60 ans. Après, je pense que la réflexion, elle peut être aussi ailleurs, c'est-à-dire qu'il y a la question de disponibilité. Tu vois, à l'époque, c'était la télé. C'était le levier finalement avec la pub et autres pour la consommation, pour pousser à la consommation. Aujourd'hui, tu vois, c'est nos téléphones en fait. Et on consomme énormément de contenu de plus en plus. Et c'est ça qui aujourd'hui, c'est pour ça que le marketing il a changé et que la télé déjà est en chute et qu'on voit l'émergence, tu vois, de YouTube ou d'Internet quoi. En fait, c'est. Oui, bien sûr, mais quand tu regardes pour les publicités en ligne. Ouais. Les publicités en ligne, ça a toujours été, c'est toujours le cas, segmentées.
en fonction de ton sexe, de ton âge, de ta ville. Quand tu parles d'avatar client. Bien sûr. Ouais, bien sûr. Et maintenant, ça le fait. C'est vrai que l'avatar client, dedans, t'as la cible, t'as l'âge, t'as le sexe. Et maintenant, avec l'IA, ça le fait automatiquement. Ouais. C'est-à-dire que l'IA, elle va repérer que telle personne et telle personne, elles ont des centres d'intérêt communs, donc on va leur présenter le même produit. Et tu vois, ça crée des catégories de personnes. On a toujours catégorisé les gens pour leur vendre des choses. Oui. Bah après, c'est pas parce que tu définis ton avatar avec toutes les données socio-démographiques que ça veut dire que tu vas faire du marketing de genre, tu vois. Je pense aussi qu'il y a une identification inconsciente ou consciente, je ne sais pas. Mais on en parlera après, peut-être avec le business, tu vois, comme... Si c'est une femme qui crée, par exemple, un accompagnement, elle va avoir plus de personnes qui vont la suivre en tant que femme. Elle aura aussi des hommes, certes, mais peut-être que les personnes vont... Il y a l'identification et comment on se projette en la personne qui crée ou qui propose le produit. Ouais, je crois qu'il y a aussi ça. Pour le service, oui, surtout pour les métiers de service. Quand tu me dis une femme qui fait de l'accompagnement, encore plus. Parce que dans l'accompagnement, il y a l'humain est encore, tu vois, de vendre des serviettes hygiéniques. Je pense que les gens s'en foutent, ça n'impacte pas que la créatrice de Always de soit une femme. Mais effectivement, si celle qui t'accompagne dans ta reconstruction, dans ta thérapie, là c'est différent. Et non, mais il y avait un exemple aussi que je trouvais intéressant, que je voulais évoquer, c'était quelque chose aussi qui revient beaucoup, c'est le fait par les femmes pour les femmes. Et ça, c'était, je crois que c'était pour Glidden, site de rencontre extra-conjugale. Donc là, c'est très particulier. On est sur de la rencontre, on est sur de la relation. Donc là, le consommateur cible masculin n'a pas la même valeur que le consommateur cible féminin. Tu vois, la grosse problématique des applications de rencontre, c'est le nombre de femmes disponibles sur les plateformes. Les applications de rencontres ont toujours eu, et je crois tous, plus d'hommes présents que de femmes. Et leur chiffre d'affaires. Ça alors, j'ai pas envie de m'avancer parce que j'ai pas vérifié les chiffres avant de venir, mais moi j'aurais dit l'inverse. Moi, tu plaisantes. Je sais pas, il y a plus de femmes sur Terre que d'hommes, donc je me. Oui, mais bien sûr, mais plus de femmes célibataires. Oui, mais tous les célibataires ne consomment pas les applications pour les mêmes raisons, hommes ou femmes. C'est pour ça que là-dessus, il y a une grosse segmentation. Ok. Je suis pas assez experte là-dessus, mais ok. Il y a en plus les applications de rencontres. Effectivement, c'est très orienté consommation, ça, cette connotation de consommation quand même importante. Et c'est pour ça que tu as beaucoup plus d'hommes qui vont être sur ces applications, et encore plus quand c'est extra-conjugal. Quand c'est extra-conjugal, il n'y a pas de sérieux. Donc déjà, leur business model, il est très orienté, il va toucher beaucoup plus les hommes, effectivement, parce que les hommes vont se dire c'est potentiellement des relations faciles, sans lendemain, avec des femmes qui cherchent quelque chose de léger. C'est ça, pas beaucoup d'efforts, des femmes qui cherchent quelque chose de léger. C'est un peu la facilité, en fait. Dans lequel je ne vais pas avoir à mettre beaucoup d'engagement. Donc leur business model, sur les sites de rencontres extra-conjugales, il est par nature très orienté vers les hommes. Et tu vois bien que pour compenser ça, ils vont avoir une approche marketing faite par les femmes, faite par une femme, je crois, parce qu'on l'a vu, la créatrice de Glidden, tu l'as vu sur les plateaux télé pendant un moment, ou sur des vidéos sur Internet, qui parlait, effectivement, et qui mettait en avant le fait que ce soit une femme et qu'elle l'ait pensé pour les femmes. Donc ils ont cherché à compenser ce business model par nature orienté pour les hommes, par du marketing de genre, en essayant, alors je ne sais pas si ça a fonctionné. C'était une vraie stratégie de dire que c'était une femme qui l'avait fait. Moi, je pense, à ce niveau-là, je pense que tout est stratégie, bien sûr. Oui, c'était même un slogan presque, fait par une femme ou pensé par les femmes. Je crois que c'était ça. C'était pensé par les femmes pour les femmes. Okay. Ils cherchent à compenser, c'est ça, un truc par nature qui est tourné vers les hommes, en essayant, parce que le produit, finalement, pour que les hommes restent sur cette plateforme, il faut qu'ils aient des femmes en face. Parce que sinon, les hommes partent, ils ne payent pas, et donc leur business, à eux, n'est pas rentable. Finalement, donc, tu vois, c'est que de la stratégie. Ils ont détourné une cible pour vendre, quoi. C'est ça, c'est que de la stratégie. Tout est stratégie pour faire du profit, en réalité. Même derrière le signalement de vertu... on va en parler, du pinkwashing. Tu sais, il y a eu cette grosse mode aussi
de pinkwashing ou de gender washing. Et c'est des concepts qui se rejoignent un peu. Et en gros, c'est l'idée selon laquelle une entreprise, elle est censée se montrer, comme tu disais, plus inclusive. Plus inclusive, plus proche de tout ce qui touche aux LGBT, de tout ce qui touche aux petites communautés, d'ouverture d'esprit, tu vois, d'aller vraiment dans ce sens-là. Et donc, tu avais pendant un moment, même encore, des entreprises qui faisaient beaucoup de communication dans ce sens-là, d'inclusivité, pareil, tu sais, les magazines féminins, pendant des années, et encore aujourd'hui, on se met en avant des modèles normés, fins, de femmes avec d'une certaine taille, avec un certain poids limité. Tu avais un type de femme. Et qui n'est pas le même d'ailleurs, qui n'était pas le même il y a 20 ans, qui n'est pas le même aujourd'hui. C'est ça qui évolue. Et là, il y a eu une mode de body positivisme, où effectivement, on mettait plus en avant sur les magazines des mannequins avec plus de forme. Et ça rentre dans une logique d'inclusivité et de pinkwashing, gender washing, plus pinkwashing, où là, effectivement, on est dans ce truc un petit peu ouvert d'esprit, progressiste. Je cherchais le mot progressiste. Et ça a été critiqué, parce qu'effectivement, il y a ce truc de dire, voilà, c'est en un certain sens hypocrite, parce que ce que cherchent ces gens à faire, c'est du profit, et ils se servent d'une cause qui est censée être éthique et morale pour se donner une image et faire du signalement de vertu. Oui, après, tu peux rejoindre ça avec le développement du durable aussi, c'est pareil, sauf qu'aujourd'hui, les entreprises, elles ont des obligations aussi par rapport à ça, et elles ont des notations, et elles ont des amendes. Oui, tu m'avais parlé de... Tu vois, pas concernant l'inclusion, pas encore, je pense pas, mais en tout cas, concernant tout ce qui est développement durable, enfin, on le voit bien, nous... on est obligé d'être, tu vois, on a une taxonomie, on est obligé de tracer tous nos déchets, tout ça, et de rendre des comptes, en fait. Parce qu'il y a des systèmes de cotation et qu'après, les banques, elles ne vont pas te suivre sur le financement d'opérations. Alors, pour l'inclusion, je ne sais pas. Ça, je ne suis pas certaine, je ne m'avancerai pas là-dessus, mais je pense qu'on va y arriver. Il y avait, alors c'est peut-être pas sur ce dont je parlais là, et sur le fait qu'effectivement, ils orientent en fonction de la mode. C'était un peu ça, c'était pour illustrer le pinkwashing. Oui. En fonction de la mode, ils orientent en se donnant par du signalement de vertu et sous une image un peu morale. Ils vendent parce que ça fait parler. Mais je crois que tu m'avais parlé, toi, d'une histoire de quota. Oui, le quota, c'est la loi Rixin par rapport au fait que les femmes et les hommes... Mais c'est quoi ça ? En tout cas, sur la loi Rixin, c'est une loi qui a été votée, je crois, en 2021 pour l'égalité homme-femme au niveau des postes de direction, qui est la même quotité homme-femme, en tout cas sur les postes de direction. Et l'objectif, c'est d'être à 30% de femmes en 2027. Après, c'est pour les entreprises de plus de 1000 personnes, quoi. Ce qui est quand même... Ce qui est beaucoup. Mais enfin, ce qui est beaucoup, tu veux dire en termes d'entreprise ou en termes de nombre de personnes ? De nombre d'entreprises. Nombre de personnes, pardon, parce que nombre d'entreprises, je ne sais pas. Nombre de personnes, c'est beaucoup, c'est relatif, mais... Non, mais ça veut dire que c'est des grosses boîtes, tu vois, c'est pas des TPE ou des PME. C'est des grosses sociétés, mais déjà, plus t'es gros, plus t'as des strates, en fait. Donc, 30% de femmes sur des... Ok, donc c'est 30% de femmes, et comment c'est censé être mis en place, ça ? Quand ? En 2027. C'est-à-dire, à partir de 2027, tu vas devoir avoir, si tu es une entreprise de plus de 1000 personnes, en gros, 30% de femmes dans 30% de femmes sur tes postes de direction et 40% en 2030. Sinon, tu auras une amende en tant qu'entreprise, des pénalités, quoi, si tu préfères. Okay. Donc, mais les CODIR, c'est un peu plus compliqué quand tu es dans des grosses structures. Tu vois, moi, je fais partie du CODIR. Mais voilà, on est 11, quoi. Alors, j'ai pas creusé ça, ce truc de loi Rixin, mais moi, je trouve ça ouf comme façon de fonctionner. Parce que ça veut dire que y a plusieurs choses. Déjà, ça veut dire que ce qui est censé être un poste de direction, pour être un poste de direction, la logique voudrait que ce soit au mérite. Ce soit au mérite de tes capacités que tu y arrives. Je pense que l'un n'est pas incompatible avec l'autre. Bah si. L'un est incompatible avec l'autre. Si on rajoute une variable supplémentaire qui est tu es privilégié en fonction de ton sexe,
bah, ça veut dire qu'on sous-pondère la capacité que tu as à être à ce poste de direction. Je suis pas sûre qu'il faille le voir comme ça. En fait, c'est pas on te privilégie, c'est juste dans ton mode de recrutement, il va falloir que tu prennes en compte cette loi, enfin ce référentiel si tu préfères, et donc peut-être soit faire plus monter de femmes en compétences, mais ça veut pas dire qu'elle doit pas être compétente, tu vois, et soit recruter plus de femmes. Après, est-ce que il y a plus de femmes qui souhaitent être à ces niveaux de poste, ça c'est un autre sujet. C'est encore un autre sujet, mais déjà il y a la question du mérite, il y a le fait de est-ce que effectivement les femmes souhaitent être à ce niveau de poste, et il y a un troisième point, moi qui me paraît être encore plus vicieux, c'est-à-dire que si ça se sait, moi j'avais pas entendu parler de cette loi, mais si il est admis que énormément d'entreprises ont des femmes à leur direction parce que ça leur est imposé au niveau de la loi, ça fait perdre de la légitimité à ces femmes qui peut-être ont les capacités, ont le mérite, mais ça fait peser sur elles l'idée que est-ce qu'elle est là parce qu'elle mérite, parce qu'elle a les capacites, ou alors c'est parce qu'on nous a imposé en tant qu'entreprise, voilà, c'est ça, un quota. Et donc sur toutes les femmes méritoires qui sont là parce que elles ont le droit d'être là et parce qu'elles ont, surtout elles ont les compétences pour être là, ça les met dans une situation où ça met le doute quelque part dans l'inconscient collectif sur leur capacité à diriger. Je suis d'accord, si tu prends le système des quotas, oui, c'est comme... mais après, je pense que les gens, ils embauchent avec bon sens, tu vois. Enfin, ils vont pas dire, j'embauche quelqu'un, je fais monter quelqu'un parce que c'est pour répondre au quota. C'est quoi le bon sens ? Le bon sens, ça serait de répondre, cette personne est au mérite, et c'est... Parce que l'inverse est vrai. Donc ça veut dire accepter d'être pénalisé financièrement. Ou pas. Ça veut dire que, moi, je sais pas, mais il y a peut-être aussi le cas autre, où parfois, c'est des hommes qui sont sur des postes de direction beaucoup plus et qui décident de rester peut-être entre eux, tu vois ce que je veux dire ? Bien sûr, mais... Et donc, qui limitent le fait d'embaucher des femmes. Bien sûr, mais en gros, ça veut dire on cherche à résoudre un problème en créant d'autres problèmes par ricochet. Tu vois, bien sûr, je nie pas qu'il puisse y avoir un entre-soi comme ça, mais je veux dire, cet entre-soi, tu vas pas le régler avec des quotas qui ont des effets indésirables, qui auraient des effets indésirables par la suite. Je sais pas, même pour les femmes. Ça va peut-être leur ouvrir un peu, si c'est le cas pour certaines personnes, ça va peut-être leur ouvrir des possibilités. J'en sais rien. Pour le coup, après, est-ce qu'il y a, comme tu dis, il y a la question du mérite. Est-ce qu'il y aura je pense qu'il y a plein de choses qui se regroupent dans ce sujet-là, mais en tout état de cause, c'est que les entreprises vont être obligées d'informer, en tout cas de publier un index salarial homme-femme par rapport à ça. Donc c'est ce que je te disais par rapport aux quotas et au fait que les entreprises sont de plus en plus contrôlées, que ce soit sur le greenwashing, en tout cas sur le développement durable, sur l'empreinte carbone, sur le RSE. Tout ça, ça fait partie du RSE finalement en fait, hein. Même le côté homme-femme. Et l'inclusion en fait partie aussi dans les entreprises, tu vois. Ouais. Mais c'est mettre du politique dans de la société privée. Et encore, après, je peux être critique du libéralisme sous certains aspects. Mais là, typiquement, et je dis pas que l'État devrait pas intervenir du tout dans le privé. C'est peut-être au cas par cas. Mais là-dessus, sur ce sujet précisément, je trouve ça après, si ça existe, c'est peut-être parce que mais peut-être que si ça existe, c'est comme tu disais tout à l'heure, c'est qu'il y a un état de fait qui est qu'il y a des inégalités, et ça c'est factuel. Bien sûr qu'il y a des inégalités, mais encore une fois, la solution là qui est proposée, elle va créer d'autres inégalités. En fait, c'est un peu la force. C'est dommage d'en arriver là. Voilà, c'est ça, c'est de l'injonction à l'égalitarisme absolu, de vouloir exactement tout mettre au même niveau sans comprendre les enjeux. Pourquoi est-ce qu'on en est là ? Oui, c'est vrai. Et pourquoi ? Et en fait, c'est ça. Souvent, important. Les gens ils critiquent les injonctions, tu sais. Les gens ils disent oui, il y a des injonctions dans la société. Il y a un discours aussi même féministe qui critique les injonctions patriarcales. Et finalement, on critique toujours des injonctions par d'autres injonctions. Et tu vois, il y a toujours cette contradiction-là. Tu critiques des injonctions, mais toi-même, tu fais rentrer dans le discours tes propres injonctions. C'est peut-être qu'on en est arrivé là parce qu'il n'y avait pas d'autres options. c'est peut-être ça qui est dommage.
C'est peut-être que il y a un manque d'ouverture aussi d'un côté, tu vois. Et je généralise pas quand je dis ça. Il y a des gens qui sont très ouverts et je pense dans des boîtes, il y a autant de femmes que d'hommes. Tu vois ce que je veux dire? Mais il y a un état de fait, c'est que, bon, il y a des inégalités, quoi. Est-ce qu'on peut parler un petit peu d'entrepreneuriat féminin? Ça, c'est un sujet qui va te parler, toi. Avant de parler d'entrepreneuriat féminin, je vais te poser la question, tu vas me dire ce que tu en penses. Ouais. Une question que j'avais notée, est-ce que la segmentation genrée des produits, par exemple, tu sais, on le voit sur les rasoirs notamment, sur les baskets, même les compléments alimentaires, est-ce qu'elle est encore pertinente aujourd'hui? Ça, c'était une question que j'avais posée, dont on peut discuter. Oui, tout à fait. Ça dépend de ton produit. Après, comme je te disais, aujourd'hui, c'est beaucoup plus l'inclusion, tu vois. D'ailleurs, il y a une Nike, tu vois. Avant, c'était quand même plutôt genré. Aujourd'hui, ils font plus unisexe. Il y a quand même pas mal de marques qui repositionnent leurs produits. Tu vois, Barbie aussi. Mais tu vois, est-ce que ça rentre pas, encore une fois, dans une logique un peu politique de pinkwashing et de chercher l'inclusivité parce que c'est quelque chose qui est à la mode. Peut-être. Oui. Peut-être, mais moi, je trouve ça plutôt intelligent, entre guillemets, puisque ça veut dire que ça montre une certaine agilité. D'accord, mais qu'on ne me fasse pas passer ça pour de l'ouverture d'esprit. Ah non, moi je ne dis pas que c'est de l'ouverture. C'est de la stratégie marketing. Oui, je pense, tu vois, Barbie, ils ont revu la diversité des corps, enfin même des tenues, des métiers aussi. Tu vois, avant c'était très, la femme elle est infirmière, elle est machin, l'homme il est, tu vois, c'est très, très catalogué. Mais je pense qu'encore une fois, c'était une vérité qui était sûrement actuelle à l'époque. Ils ont juste évolué avec les mœurs et effectivement la société dans laquelle elle est aujourd'hui. Tu vois, et d'ailleurs, ils ont fait leur film qu'ils ont fait en 2023, Barbie, sur dénoncer un petit peu le patriarcat, parce qu'en fait, il y a eu quand même pas mal de mouvements féministes qui ont dit que c'était très, très genré, très stéréotypé, in fine. Tu vois, je l'ai pas vu le film, mais j'ai entendu vaguement la polémique. Ouais. Oui, je pense que tout ça, c'était un peu marketing. Tout ça, c'était pour dire, bah non, justement, en gros, on est contre les stéréotypes, on est contre... les clichés, et en vrai on ouvre et on s'adapte et on est plus agile sur le monde actuel, tu vois. Bon, après bien sûr je pense que c'est parce que aussi ils ont été critiqués, donc ils ont repositionné, ils ont revu un peu leurs produits, leur positionnement, mais je trouve que je sais pas s'ils font plus de ventes par rapport à ça, tu vois. En tout cas ils ont écouté finalement les consommateurs. Il y avait un truc aussi qui revenait souvent, c'était, je crois que c'est Gillette qui pendant un moment avait fait, et c'est peut-être même encore le cas aujourd'hui, des rasoirs bleus et des rasoirs roses. Oui. Et tu sais, c'est très genré. Ça avait donné lieu, enfin ça avait été très critiqué. Oui. Et on parlait notamment de taxe rose parce que les rasoirs roses étaient un peu plus chers que les rasoirs bleus. Alors que c'était les mêmes. Alors que c'était les mêmes, voilà, c'est ça, surtout ce qu'il fallait préciser. Oui. Et ça, effectivement, gros tollé, ça avait fait beaucoup parler. Et je pense que le truc, même encore plus intelligent que les gens n'ont pas su pointer du doigt et n'ont pas vu, c'est que finalement, l'entreprise qui a fait ça, elle ne fait pas ça en se disant les femmes, on va faire payer plus cher aux femmes et on va faire plus d'argent parce que les femmes vont payer plus cher. Parce que ça ne fonctionne pas comme ça. Les femmes ne vont pas payer plus cher. Je pense que justement, les femmes voient que le rasoir bleu est moins cher et fait la même chose, et elles vont se dire bah tiens, je vais prendre le bleu, je vais faire une bonne affaire parce que je me laisse pas avoir par le marketing, et finalement je suis gagnante parce qu'il fait la même chose et que j'en ai pour moins cher. Tu sais, c'est comme le fait de présenter un prix très cher et un prix très très cher, un prix et un prix très bas et un prix un peu moins bas. Bah, les gens, en prenant le prix un peu moins bas entre les deux, ont l'impression de faire une bonne affaire parce que ils prennent pas le prix très cher. C'est le même principe avec les pots de glace. C'est petits pots de glace, moyens, très grands. Moi, je dirais que les femmes, en tout cas moi, en tant que consommatrice, je prendrais le rose parce qu'il y a un côté esthétique. Mais bon, je dois être... Je pense que quand il est question d'argent, quand c'est moins cher pour la même chose, je suis pas sûr que ce soit l'esthétique. Je suis pas le bon avatar client, moi. Peut-être que t'as trop d'oseille, toi. Non, c'est pas ça, mais je privilégie l'esthétique. Je privilégie l'esthétique. En tout cas, ça, j'avais trouvé ça marrant, et je suis sûr qu'ils ont fait je suis sûr qu'ils ont fait de l'argent, plus d'argent, avec cette espèce de tour de passe-passe.
Au global, tu dis pas forcément sur le bleu ou le rose, quoi. Sur cette stratégie, parce que Ouais. la stratégie a fait parler d'elle, et je suis sûr que voilà, les gens, au final, ils voient ces deux trucs, ils comparent, ils ont inconsciemment, ils comparent les deux produits, ils se disent, ah bah lui, il est moins cher, il fait la même chose, je vais le prendre. Ouais, Et en ayant l'impression de faire une bonne affaire parce qu'ils prennent le moins cher. Donc, Moi, j'avais noté un exemple quand même d'un slogan qui m'a choqué, c'était Moulinex. vas-y. Et l'ancien slogan, c'était Moulinex libère la femme. J'avais dans les recherches, j'avais vu ça aussi. Waouh. Et ça avait bien marché. Hein. Ah bah oui, sûrement, oui. Quand tu étais à la Ouais. maison et que après tu devais travailler, j'imagine que... Mais déjà, le cliché, ça veut dire que la femme doit être à la cuisine, forcément. Non, mais tu te rends compte que c'est tout le temps les mêmes trucs au final. C'est, tu vois, libération, émancipation. Oui. Moi, Qu'est-ce je qu'il y a pense d'autre vraiment que ça vient quand les femmes ont eu le droit de travailler et que, de fait, elles avaient moins de temps pour s'occuper du Ouais, foyer. mais c'est Tu vois même encore le cas aujourd'hui. Même dans la façon de se présenter dans les magazines féminins, c'est émancipez-vous du regard des autres. Tu vois, prenez de la distance avec la façon dont les autres vous regardent, avec les normes de la société. Il y a toujours une idée d'émancipation Ouais, c'est vrai. quand ils veulent vendre à des femmes. Et pour les hommes, c'est le virilité, d'être le provider, celui qui, voilà, c'est ça, qui va... qui a les moyens, qui a la Le mal capacité, c'est ça. Et t'avais la pub Axe aussi, c'est l'accès aux femmes. Tu te rappelles de la pub Axe? Ouais, Le je mec me qui souviens. court sur une plage et t'as plein de filles qui lui courent après parce qu'il s'est parfumé avec du Axe. Ah oui, oui. Juste parce qu'elles ont senti son odeur. Ouais. Si c'était la vraie vie. Mais non, mais tu vois, et on trouve ça... Tout le monde se rencontrerait dans le métro. tu vois, de l'extérieur, quand c'est dit comme ça, on trouve ça grossier. Mais Ouais. c'est la même chose que le truc des Lamborghini qui font vendre. C'est grossier, mais c'est ce qui plaît aux gens. Et c'est ce qui fait vendre. Parce qu'aujourd'hui encore, après des dizaines d'années, des gens qui sont experts en neuropsychologie, spécialisés dans la Neurosciences. vente, le marketing, qui ont fait des recherches poussées là-dessus, si ça se fait encore aujourd'hui, c'est que ce sont des concepts qui fonctionnent. Ouais, sentiment d'appartenance ou des émotions bien particulières. Il y a un chiffre intéressant. Le taux de femmes en phase de création d'entreprise est passé d'environ 6% au début des années 2000 à plus de 10% au début des années 2020. Donc, augmentation quasiment doublée. On reste sur une large minorité. Autrement dit, oui, une femme sur 10 environ a lancé un business en 2023 contre un homme sur 8. L'écart entre les sexes se resserre progressivement. Est-ce que toi, ça te parle, ça t'étonne? Tu trouves ça logique, pas logique? Ça m'étonne pas forcément. Après, je trouve ça bien, déjà de 1. Après, il y a quand même une minorité de femmes qui... et là encore, ça rejoint ce que tu disais au début. Pourquoi elles entreprennent pas plus, en fait? Tu vois, moi, c'est ça ma question, en fait. Aujourd'hui, je crois que c'est 66% des hommes qui sont quand même dans l'entrepreneuriat. Ça reste quand même une minorité de femmes, tu vois ce que je veux dire? Donc, est-ce qu'il y a un lien avec la prise de risque? Ça, c'est une vraie question. Ou est-ce qu'elles ont moins le temps? Est-ce que... Tu vois, encore une fois, je pense que c'est multifacteur. Là, cette réponse-là, quand tu regardes un petit peu ce qu'en disent les gens, ils ont toujours une idée très précise par rapport à ça. Bien évidemment, moi aussi, je pense qu'il y a un lien évident avec la prise de risque. Ouais, je pense. Effectivement, on peut dire, c'est encore une fois, est-ce que c'est une construction culturelle de les femmes? T'en as qui vont te dire aussi, les femmes voient moins de femmes entreprendre, du coup, ça les découragerait. Oui. Là, je pense que c'est un peu à l'excès, mais effectivement, on a plus de l'image de l'homme entrepreneur que la femme entrepreneur, et ça a très certainement un impact sur la société, sur la vision que peuvent avoir certaines femmes de l'entrepreneuriat, mais je ne suis pas certain que ce soit le facteur principal. Oui. Et je pense qu'effectivement, l'idée d'entreprendre, comme ce qu'on disait au dernier podcast, de pénétrer le marché, tu vois, il y a quelque chose quand même d'assez masculin dans l'entrepreneuriat. Ah, mais il y a Et que donc, toi qui utilises cette phrase. Parce que pénétrer le marché. Pénétrer le moi, marché, c'est un terme marketing. Ah ouais. Ah non, je parle de profondeur de marché. C'est un petit peu, ça rejoint. Le champ lexical est assez proche. Ouais, je l'ai jamais utilisé en marketing, ça. Tu
faire. Mais ouais, de prise de risque, c'est un peu... Ça... Moi, ce que je constate, c'est que les femmes, en tout cas celles que je côtoie, et il y en a beaucoup qui ont des freins sur l'entrepreneuriat et elles osent pas. C'est vraiment l'audace qui manque et le fait de se dire vas-y, je passe le pas. Elles se posent beaucoup de questions en fait. Tu vois, il y a et si, et il y a quand même le côté sécurité, notamment quand tu as des enfants. Ouais, c'est ça. Voilà, tu vois, il y a le côté, je sais pas si c'est rationnel, mais en tout cas, il y a le côté vraiment sécurité, oui, mais d'abord le côté maternel et du coup, les enfants, je mets en sécurité et tout. Bah, si là tu prends vraiment la mère de famille. Mais c'est vrai que ce truc de sécurité, effectivement, au-delà des enfants, ce truc de sécurité, de stabilité. Voilà. Stabilité, mais même au-delà de ça, j'ai questionné des femmes de... Parce que je pose la question autour de moi, tu vois. Autant des femmes de 50 ans que de 30 ans qui n'ont pas d'enfants. Par exemple, pourquoi elles n'investissent pas dans l'immobilier, tu vois. Là où, quand je travaille, je pose cette question, pourquoi tu n'as pas acheté, pourquoi tu... Alors, il y en a une, c'était une mère de famille, 50 ans, et donc c'est le côté sécuritaire par rapport au fait qu'elle ait un enfant, tu vois. Et donc, il y avait ça, mais sinon, elle l'aurait fait si elle n'avait pas eu ce frein, entre guillemets. Et celle qui a 30 ans et qui n'a pas d'enfant... c'est la peur justement de l'insécurité qu'elle ne puisse pas assumer justement les traites, alors que c'est la même chose in fine, c'est ce qu'on disait la dernière fois, c'est que tu payes un loyer ou un crédit, en vrai, tu dois payer, tu vois ce que je veux dire. Mais il y a quand même une éducation financière qui manque, je trouve. Entre le loyer et le crédit, quand tu es à 25 ans d'emprunt à la banque, tu es plus lié que si tu ne peux plus payer ton loyer. On va venir te chercher. Si tu peux plus payer ton loyer, tu peux déménager et prendre plus petit quand tu peux. Par contre, quand tu es engagé sur 25 ans, tu peux revendre. Ça se fait pas comme ça. Hein. Si tu revends, si tu revends à perte, et le temps de revendre. Et tu vois, ça c'est toutes les peurs que les gens se posent comme question. Mais c'est des peurs qui sont un peu légitime quand même. En vérité, si tu payes pas déjà ton loyer, tu peux te faire expulser aussi, mais même si tu as un peu de temps en France, parce que ça met 1 an et demi avant de te faire expulser, vu comment c'est long. Tu vois pas de différence de prise de risque entre contracter un crédit et... Ça dépend. En vrai, ça dépend juste de combien tu gagnes et combien est le montant de ta charge, en fait, tu vois. Non, mais parce que tu dépends du marché aussi immobilier. Si le marché il se pète la gueule et que tu te retrouves à avoir acheté plus cher et à ne pas pouvoir revendre et rembourser ton emprunt, c'est pas moi, je parle à Paris. Hein. Et en plus, toi, tu connais, tu maîtrises, tu es dans le métier, donc c'est rassurant. Ouais. Mais effectivement, pour des gens lambda qui ne sont pas formés particulièrement à ça... Mais c'est des collègues dont je parle, donc ça veut dire qu'elles travaillent dans le même secteur que moi. Ouais, donc, tu vois, si tes collègues pensent comme ça, alors imagine la fille qui n'est pas du tout dans ce secteur et qui se pose la question d'investir. C'est encore moins... Ouais, je comprends. J'arrive à comprendre, mais du coup, c'est ce qui ressort beaucoup. C'est le fait d'oser et il y a le côté sécuritaire, c'est ce que je disais. Et dans l'entrepreneuriat, c'est aussi prendre des risques, tu vois. C'est vraiment ce côté-là. Il y a aussi peut-être que c'est aussi en partie plus féminin, ce syndrome de l'imposteur, tu sais. Oui. Le fait de ne pas se sentir le syndrome de l'imposteur, juste pour contextualiser, c'est le fait de ne pas se sentir légitime à traiter d'un sujet et à se présenter en tant qu'expert d'un sujet, par exemple. Ou dans ton métier, d'avoir l'impression que tu n'es pas assez compétent ou compétente pour mériter d'être là. Ça, c'est quelque chose dont... Toi, tu te sens concerné par ça ou c'est l'histoire de ma vie. Hein. Ah ouais. C'est l'histoire de ma vie. Tu vois, on ne dirait même pas spécialement de l'extérieur. Pourquoi parce que moi, je te connais un petit peu et ça transparaît pas. Mais tant mieux. En fait, alors pas par rapport au fait que je sois une femme. Hein. Jamais ça m'est... non, mais là, c'était... Syndrome de l'imposteur, c'est plus, je pense, une notion d'éducation, de code, d'être au même niveau que ses pairs. Donc, moi, j'ai compensé par beaucoup d'apprentissage et beaucoup de connaissances. Le fait de reprendre aussi un cursus scolaire, tu vois, quand j'avais 30 ans. Et je déteste de ne pas savoir de quoi je parle. Donc ça, c'était vraiment un côté... tu sais, quand tu as des débats, moi, j'aime bien avoir des arguments et des convictions.
Donc pour ça, il n'y a rien de mieux que les connaissances. Donc j'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup étudié, j'ai beaucoup expérimenté. Et aujourd'hui, je pense que je ne l'ai plus trop, le syndrome de l'imposteur, mais en tout cas, je l'ai beaucoup eu. Ah, mais ça, c'est réel. Et encore parfois, quand on vient me contredire, ma direction vient me dire des choses, je me dis, non, je ne suis pas d'accord, tu vois, mais je vais chercher la réponse quand même. Tu vois, je dis pas, je viens pas avec rien. Ouais. Tu vois, c'est le fait d'avoir... Mais je doute quand même parfois quand on me dit des choses et je me dis, c'est un rapport hiérarchique. Je me dis, inconsciemment, il est au-dessus de moi. Inconsciemment, hiérarchiquement, tu vois. Donc, il doit avoir raison. Et en fait, aujourd'hui, c'est plus vrai. Mais toi, donc c'est l'expérience qui a fait que... Ouais, beaucoup d'apprentissage, beaucoup de lecture et l'expérience qui fait qu'aujourd'hui, je suis beaucoup plus sereine et j'ai plus du tout le syndrome de l'imposteur. Et aussi, je pense qu'il y a de la prise de conscience et de la prise de confiance en soi. Tu vois ce que je veux dire ? Finalement, derrière le syndrome de l'imposteur, qu'est-ce qu'on met ? Moi, je pense que c'est vraiment la confiance en soi. C'est comment... l'expérience, il n'y a rien de mieux parce que si tu arrives à te dépatouiller de situations compliquées que tu répètes chaque fois et que tu arrives à t'en sortir, finalement, tu vois, c'est des victoires. C'est ce que Marion disait la dernière fois, tu vois, tu arrives à prendre confiance en toi parce que finalement, tu as expérimenté, tu as cheminé et quand tu ressors, tu as réussi des choses. Tu vois ? C'est ça l'expérience, en fait. Donc, je pense que ça joue beaucoup. Ouais. Voilà. Mais je pense qu'il y a aussi des hommes qui ont... Non, tu l'as pas, toi, le syndrome de l'imposteur Tu l'as pas, tu l'as pas eu. Non, pas vraiment. Mais tant mieux, parce que ça... Ouais, c'est chiant. Ouais. Après, bien sûr, je doute, mais ça m'arrive régulièrement de douter, heureusement. Ouais. Mais syndrome de l'imposteur, c'est vraiment profond. Tu vois, c'est un truc, c'est pas en lien avec... tu auras beau avoir toutes les capacités que tu veux, tu auras toujours ce truc en toi qui fait que tu te sentiras pas légitime. Tu vois, c'est pour ça que le fait d'avoir... C'est pour ça que je suis même pas sûr que toi, on peut considérer que c'est du syndrome de l'imposteur, parce que raison, le fait d'avoir acquéri de l'expérience, tu t'es senti plus légitime. Oui. C'était un problème de confiance, peut-être pas manque d'expérience, mais syndrome de l'imposteur, finalement, quelque part, t'as beau avoir toute l'expérience du monde, tu te sentiras pas légitime. C'est vrai que je pense que quand tu as vraiment le syndrome de l'imposteur, c'est un terme qui est galvaudé, mais je pense que déjà, tu n'oses pas faire les choses. Tu vois, tu relèves pas de défis, tu prends pas les opportunités, en fait. Tu vois, tu relèves pas les challenges et les défis. Parce que tu te dis, non, je vaux pas le coup, tu vois. Alors que, après, moi, je fonctionne un peu différemment, c'est que je suis beaucoup dans l'action, donc je me pose pas trop de questions Avant, je me pose beaucoup de questions, mais après, quand j'ai décidé, je suis dans l'action. Et tu aurais un conseil aux femmes qui seraient peut-être dans cette situation, ou qui peut-être voudraient entreprendre mais n'oseraient pas, ou auraient du mal, de manière générale, aux femmes ou aux hommes, aux deux? Peut-être de se faire accompagner, soit des coachings ou autres, et puis surtout d'être dans l'action de faire. Je trouve que ça, c'est important pour prendre confiance en soi. Ouais, mais souvent, le problème, c'est que les gens n'arrivent même pas à faire. Parce qu'ils ne savent pas par où commencer, parce qu'ils ne savent pas si c'est bien, parce qu'ils procrastinent, tu vois. On peut aller chercher toujours encore derrière. C'est vrai. Ils n'arrivent pas à faire parce qu'ils procrastinent. Pourquoi est-ce qu'ils procrastinent ? Parce qu'ils ont peur de ce que ça va donner. Ouais. Pourquoi est-ce qu'ils ont peur de ce que ça va donner ? Tu vois, tu peux toujours aller chercher encore plus loin. Pourquoi est-ce que ça... vrai travail de profondeur, le coaching, c'est bien. Hein. Coaching professionnel, business coach, ça peut soulever des freins, déjà de 1. Et après, ça dépend du niveau de chacun, tu vois. Mais moi, je trouve que d'essayer, déjà, c'est un grand pas. Voilà. Et tu vois, il y avait aussi une petite... je ne sais pas si on peut appeler ça une contradiction, mais qui prouve bien qu'on peut avoir tendance à dire qu'aujourd'hui, il y a une critique qui est faite, c'est que souvent, on ne fait pas les choses pour les femmes, et dans l'entrepreneuriat, ou les produits, ou les... souvent, j'ai entendu ça avec les médicaments, ne sont pas pensés pour les femmes. Tu sais, qu'il y a eu... Femtech, donc tu m'avais parlé. Ça, justement, ça, c'est la solution, c'est ce qui vient. Mais on a souvent dit que la société ferait des produits principalement pour les hommes, ou qui répondraient aux problématiques des hommes. Et, en termes de santé. En termes de santé,
je l'ai entendu beaucoup en termes de santé, mais je pense que c'est même de manière générale. Tu peux trouver des gens qui font des critiques là-dessus. Et on a vu l'émergence ces dernières années de ce qu'on appelle la femtech. Ouais. Donc effectivement, de moyens technologiques surtout, de répondre à des problématiques de santé féminin. Exemple typique, une application en lien avec les cycles menstruels. Une application pour la symptothermie. C'est pour des pour applications. Les fuites urinaires. C'est pour les fuites urinaires. Périphyte. Ça, c'est un homme. Mais voilà, et c'est ça que je voulais dire. Ouais. C'est là que je voulais en venir. C'est que c'est mis en avant en femtech, dans le nom du concept, c'est féminin. Oui. On met en avant le fait qu'effectivement, il y a de plus en plus de technologies pour les femmes. Et tu vois, c'est récent, mais c'est encore genré. Et on va encore chercher un marketing très genré jusque dans le nom du concept femtech. Et quand tu cherches un petit peu, que tu creuses un petit peu, tu regardes que la majorité des entreprises qui créent des produits à destination des femmes, donc là en l'occurrence c'est genré marketingement vers les femmes, mais c'est cohérent parce que c'est un produit qui s'adresse initialement, qui est fait pour les femmes, qui n'est pas pertinent pour les hommes, donc c'est même cohérent. Mais tu remarques que les créateurs de ces produits et de ces services sont majoritairement des hommes. Donc tu vois, le paradoxe est amusant. Oui, après, est-ce que c'est pas juste de dire les produits féminins n'ont pas été maximisés dans les recherches, tu vois ? Est-ce que c'est juste femtech, c'est un terme pour dire c'est la technologie pour les femmes ? Oui. Mais après, derrière ça, c'est peut-être parce qu'il manque, tu vois, il y a un manque là-dessus. Oui, c'est clair, oui, c'est ça. Mais toi, tu trouves que c'est trop genré et que ça met encore une distance, en fait. Ce que je dis, c'est qu'on nous disait que on pensait pas aux femmes dans la façon dans la société. Enfin, on écartait les femmes parce que les produits étaient faits par les hommes, tu sais, avec la logique de société patriarcale. On a voulu écarter les femmes parce que c'est les hommes qui font des produits pour les hommes. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'effectivement, les femmes sont de plus en plus des consommatrices. Allez voir le rapport The Rise of She Economy. On n'en a pas parlé en détail, mais celui-là, je le trouve, il est très intéressant. Vous mettez Rise of She Economy dans Google et vous aurez tout. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, même si c'est toujours les hommes qui sont à l'origine des créations d'entreprises, et c'est les hommes, encore une fois, qui vont trouver des solutions en majorité. Ouais, toujours, peut-être pas. Pas toujours. En majorité. Moi, ça, on ne sait pas. On l'a regardé tous les deux. Ah bon, c'est quoi les chiffres ok, d'accord, je mets un bémol là-dessus. Mais de toute façon, on a donné les chiffres sur la création d'entreprises. On a 10% des femmes qui créent des entreprises aujourd'hui. Ouais, mais ça ne veut pas dire que ce soit dans la femtech. Ça se trouve, il y a des femmes qui... ça voudrait dire que sur ces 10%, c'est de la femtech. Ah non, non, ça veut dire que 10% des femmes créent des boîtes, mais ça ne veut pas dire que c'est dans la femtech. Non, justement. Ouais. C'est pour ça. Donc pour que la majorité de la femtech ce soit des femmes, ça voudrait dire que la femtech représente déjà une toute petite partie. Il faudrait refaire les calculs, mais ça me paraît très étrange. Aujourd'hui, la femtech, ça représente 4% de recherche et développement. C'est 4%, ok. Mais donc tu vois, 4%, 10% des femmes créatrices d'entreprises, ça me paraîtrait étonnant que la majorité des créateurs et créatrices de femtech, ce soit des femmes. Ça, on n'a pas œuvré sur les chiffres. Ouais. On n'a pas regardé ça. Après, c'était pour pointer du doigt ce petit paradoxe. On termine avec le jeu ? Ouais, le jeu. Parce que je crois qu'on va... le temps tourne. Oui. Donc même si on s'était dit. Ton sujet favori. Même si c'est quoi ? Ton sujet favori. Non, ouais, mais 1 heure, c'est. C'est rapide. C'est rapide. Oui, on n'a pas 1h47 là. Ouais, on n'a pas dit. Mais. Donc. Oui, donc pour illustrer un petit peu, pour conclure ce qu'on s'est dit, on va trouver on va trouver une problématique. En l'occurrence, on s'est arrêté à la problématique du surpoids. Du surpoids, c'est ça. Yes. Et on va tous les deux, chacun proposer une solution, un produit ou un service au problème de surpoids. Et on va essayer, en tout cas moi je vais essayer de le pitcher en l'orientant avec un marketing de genre, pour rester toujours dans la thématique du podcast. Je t'invite à commencer, après toi, honneur aux femmes. Merci, quelle galanterie. Donc, je t'ai vu lever les yeux là.
C'était ironique. Du coup, alors moi, ce que j'ai proposé, donc complément alimentaire, parce que c'est en recrudescence par rapport à la perte de poids, pardon. Et donc, ce que j'aurais fait de 1, donc la création du produit, donc MVP, minimum. Définis les concepts pour. Le produit minimum viable, donc MVP, que j'aurais testé, donc soit. C'est quoi produit minimum viable? Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un produit que tu testes, soit sur toi, sur d'autres personnes, pour voir si ça fonctionne, tu vois. C'est un. C'est le minimum du minimum. Un prototype. Voilà, ok. Prototype, ça marche. Mais prototype en complément alimentaire, c'est un peu bizarre, tu vois. C'est vrai que... Bon, bref. En fait, c'est le produit fonctionnel minimum, sans qu'il y ait 40 000 features autour. Voilà, c'est ça. C'est le test zéro, quoi, tu vois. En gros, c'est ça. Ensuite, donc, faut que tu le testes, je pense, sur un nombre de personnes, un panel bien défini pour voir si vraiment ça fonctionne. Ensuite, j'aurais mis en place preuve sociale, avant-après, pour le marketing. Hein. Okay. Donc, vraiment, la perte de poids, combien tu peux perdre de poids, de kilos, grâce à ces compléments alimentaires. J'aurais mis des ambassadrices, avec des systèmes d'affiliation. Déjà. Et en fait, pour commencer l'acquisition, alors quand on dit acquisition, c'est l'acquisition client, hein, j'aurais commencé par du marketing en organique. Et notamment sur les applications, donc réseaux sociaux, parce que Instagram, 53% des femmes. 53% de femmes sur Instagram? Ouais, TikTok, 52%. Pinterest, 81% des femmes. Voilà, donc j'aurais utilisé ces leviers-là. Et après, ce que je te disais tout à l'heure, c'est par conséquent, si toi, tu montres que je suis une femme et de fait, j'ai pris ce produit et j'ai perdu, je sais pas, 10, 15, 20 kilos, il y a une identification qui s'opère. Ok. Donc oui, toi, tu n'orienterais pas volontairement en... je pense que ça serait induit. Ok. Ouais, ce serait induit. Et après, j'aurais fait une 3e phase d'acquisition, où là, quand j'aurais généré un peu de profit, qui serait de l'acquisition payante, avec des Google Ads, campagne de ads, des offres de lancement, un tunnel de vente, landing page, et toute l'automatisation, relance automatique, tout ça, dans les paniers, tu sais, quand ils cliquent et qu'ils n'achètent pas. Classique. Classique. Et après, j'aurais mis en place un système de fidélisation avec des événements et un abonnement avec conseil pour le suivi au niveau du poids, des recettes, des choses comme ça. Voilà, pour créer une récurrence sur le produit avec un abonnement. Et puis des témoignages avec des avis clients. Voilà. Ok. Mais de fait, avec toutes les stats que je t'ai données, il y a quand même beaucoup plus de femmes qui consomment. Qui consommerait et pourquoi elle consommerait plus, parce que moi ce que je remarque c'est les réseaux sociaux choisis effectivement. Ouais. Tu l'as choisi en fonction du fait que qu'il y ait plus en fonction du genre, et après parce que tu mises surtout sur l'identification, parce que tu considères que à perte de poids, l'identification de la perte de poids ce serait plus féminin. Non, mais comme je suis une femme et que si... Ah oui, si le choix des ambassadrices ou des gens sur les réseaux sociaux... Voilà. Ok. Mais après, on accepte les hommes. Hein. Nous, on n'est pas fermés. Mais de fait, tant qu'ils payent. Non, mais je pense que... Voilà, ce que je te disais tout à l'heure, parfois, en fonction d'un produit, le marketing de genre, il peut s'opérer de façon implicite. Voilà, okay. C'est ça que je veux dire. Okay. Mais là, c'est pas créé. Il a un nom, ce produit ou non, pas encore. Là, t'aurais pu m'en improviser un. Ah ouais. Non, j'ai pas. C'est vrai que j'ai pas trouvé de nom. Et en même temps, on n'a plus assez de temps. Il te reste que 2 minutes. Et en même temps, je l'ai noté sur Notion, mais comme je capte pas, je n'arrive pas à le récupérer. Donc ça va y être un freestyle. Ou tu l'as pas assez préparé. Je vais essayer de me souvenir. Est-ce que tu es sûr que tu l'as préparé? As-tu fait tes devoirs, Samy? Je l'avais fait. Au dernier moment, comme toujours, mais je l'avais préparé. Donc moi, j'avais pensé, je me suis dit, ok, perte de poids, marketing de genre, je te proposerais un service de box repas. Ça, il y en a plein. Il y en a plein. Et donc, je connais un petit peu, je consomme, même moi, j'ai testé Season, je ne sais pas si ça te parle. Ah oui, j'ai jamais testé. Ils font des livraisons, en gros, j'explique rapidement, c'est des plats préparés qui sont censés être un peu
healthy. Voilà, c'est ça, healthy, qui sont pas de la malbouffe. Et c'est cher ? C'est c'est cher. Cher, c'est toujours relatif. Oui, bien sûr. C'est moins cher qu'un restaurant, mais c'est plus cher que si tu faisais tes courses et que tu préparais toi-même. Bien sûr. Tu vois, c'est cet entre-deux de jeunes actifs, grande ville, CSP+, enfin, tu vois très bien le genre. Je vois la cible. Donc il y a eux, tu as Prep My Meal aussi qui fait ça. Ouais. Et j'ai vu qu'il y en a qui orientaient même pour les sportifs. Tu vois, ils mettaient l'accent sur les protéines que ça va t'apporter. Que ça t'apporter, ouais. Et donc je me suis dit, ok, là, si on veut aller cibler des femmes sur de la perte de poids, ça pourrait être intéressant de faire une gamme de plats préparés en allant cibler et en allant chercher des arguments marketing qui parlent aux femmes. Donc ce que j'avais noté de mémoire, c'était déjà tout ce qui est injonction à la perte de poids, on l'enlève, on ne le fait pas. Tu vois, typiquement pour un mec, gagne tant de muscles ou tu vois, on ne serait pas dans une injonction à perdre du poids, mais on serait dans une approche un peu plus bienveillante de se réapproprier son corps. Voilà, c'est ça, le rapport à son corps. Tu vois, déjà, donc, dans la communication à ce niveau-là, il y a une différence. Un point aussi qui serait intéressant si on veut cibler les femmes, ce serait, genre, j'ai plus les chiffres, mais ça, j'en suis certain, tu as plus de véganes femmes et de végétariennes que d'hommes véganes et végétariens. D'accord. Donc tu vois, ça aussi, c'est un truc que tu peux prendre en compte dans ta communication et d'avoir une gamme et d'avoir une grosse partie de ta gamme qui soit végétarienne et qui soit végane, parce que encore une fois, même les femmes sont aussi plus sensibles à tout ce qui est écologie, climat, éthique, tu vois, toute cette nébuleuse. Donc de mettre l'accent là-dessus, ça pourrait être intéressant. De mettre encore une fois pareil l'accent sur le healthy, ça reste intéressant pour je te coupe, pardon, mais ça veut dire que tu insinues que juste l'alimentation te permettrait de perdre du poids. En l'occurrence, le produit c'est un produit alimentaire, donc tu le présentes comme une solution à la prise de poids. Je dis pas que c'est à la perte de poids. Je dis pas que c'est la seule façon de faire. Après, tu pourrais réfléchir effectivement d'avoir un truc un peu plus communautaire. Tu vois, derrière, si tu es sur les réseaux, un groupe, oui, par exemple, ou même dans le choix si on a des ambassadeurs comme ce que tu me disais, de réfléchir à quel maintenant type... on est associés, ça y est. De réfléchir à quel type d'ambassadeur. Mais non, mais tu vois, la question que je me posais, c'est quoi les leviers si on veut réfléchir marketing de genre et avoir un avatar client qui soit féminin, vers lesquels on orienterait le produit. Donc, il y a ceux que je t'ai cités là, et j'ai plus le souvenir de ce que j'avais noté d'autres. Mais, enfin, tu vois l'idée. Déjà, là, dans ce que je te dis, il y a une certaine cohérence. Donc, oui, j'avais noté produits, ingrédients bio, locaux, frais, de saison. Bon, ça, c'est des choses. Après, ça, c'est à mettre en perspective avec les coûts, etc. Le but, c'est pas de rentrer dans un business plan. Qu'est-ce qui prouve qu'ils vont perdre du poids grâce à ça, en fait ? Moi, c'est ça ma question. Il y a aussi un point intéressant, c'est que je te parlais de l'exemple de Prep My Meal, qui eux mettent l'accent sur les protéines, énormément. Tu vas sur leur site, tu vois affiché en gros 49 grammes de protéines, tu vois, ça c'est des trucs. Mais ils vendent pas de la perte de poids. Ils vendent pas de la perte de poids. Mais justement, si tu vends de la perte de poids, tu peux axer ta communication sur le fait que ce soit faible en graisse, par exemple. Faible en graisse ou en glucides, avoir au cas par cas. Mais tu vois, quand tu as des Prep My Meal qui mettent l'accent et des produits pour les sportifs qui mettent l'accent sur les protéines, là, pour la perte de poids, tu peux mettre l'accent sur le plus que le faible en graisse, sur le nombre de calories par repas. Tu vois, et faire de la communication sur combien les femmes et les hommes ont besoin de calories, l'idée de métabolisme de base et le fait que de consommer moins de calories que ton métabolisme de base, ça te permet de maigrir. Après, il y a une éducation à faire, il y a de la formation à faire. Mais là, on rentre déjà dans quelque chose d'un peu plus profond. Ça, c'est plus un rééquilibrage alimentaire pour moi, mais ça peut, ça peut participer à la perte de poids. Mais de toute façon, ce qui fonctionne, c'est le rééquilibrage alimentaire. On est d'accord. C'est, encore une fois, même de parler de régime, même aujourd'hui, c'est ringard. Plus personne ne parle de régime. Ça fonctionne pas, en fait. Ça fonctionne pas. C'est pour ça que moi, j'ai pris dans le réel des compléments alimentaires comme ça. Donc, il y a moins d'efforts. L'idée, c'est pas de faire un business plan exhaustif, mais c'était de réfléchir, au vu des concepts qu'on a vus, comment est-ce qu'on pourrait orienter.
Tu vois, on n'est pas dans le rose-bleu, mais on va chercher vraiment qu'est-ce qui d'autres plaît, leviers, qu'est-ce en qui fait. suscite le désir chez Ouais. les femmes et chez les hommes, et comment est-ce qu'on peut orienter un marketing. Je me rends compte en parlant que moi, je suis très dans le factuel, donc la preuve sociale, quoi. Le fait que, tu vois, c'est A plus B, c'est-à-dire s'il y a des gens qui ont testé et que tu as perdu du poids, moi, je trouve que le produit, par l'exemple, ça fonctionne bien. Voilà. Mais c'est comme ça que j'ai basé ma stratégie. Sur ce, on a fait le tour et je pense qu'on a même un peu dépassé. Ouais. Et écoute, merci, Samy. À toi aussi. À la semaine prochaine. Ciao.